L'un des faits marquants disons, qui a caractérisé tout simplement le coup de force déjoué en République du Bénin, ici même sur ce plateau, ne se sera jamais de le dire, le 7 décembre dernier, c'est que les réseaux sociaux ont été pris d'assaut par un certain nombre de groupes ou groupes d'individus qui donnaient ou bien qui estimaient donner la vraie information. Vous savez, l'information est une science et pour la traiter, il faut l'avoir étudiée et il faut donc être un professionnel de la chose, il faut être un journaliste ou un professionnel confirmé des médias, ce qui n'a pas été le cas. Dans un contexte de crise, dans un contexte où le pays traverse des difficultés, dans un contexte où des gens prennent des armes, comment est-ce que le journalisme peut-il être pratiqué et quel est le rôle des journalistes dans ce contexte-là? Eh bien voilà, mesdames, messieurs, le sujet qui a retenu notre attention ce matin. Et pour en parler, nous avons un invité sur ce plateau. Eh bien, monsieur Videgla Armand, bonjour. Bonjour, monsieur Soutoumé. Comment allez-vous? Ça va bien. Heureux de vous accueillir sur ce plateau. C'est moi. Vous êtes un professionnel des médias, vous êtes un journaliste. Vous avez vécu, comme tous les Béninois, le drame qui a failli emporter l'ordre constitutionnel et républicain dans notre pays le 7 décembre dernier. En tant que professionnel, en tant que journaliste, qu'est-ce que vous avez pu ressentir face au flot d'informations contradictoires sur les réseaux sociaux? D'abord, en tant que Béninois, j'ai été très choqué par ce qui s'est passé. Et puis, en tant que journaliste, dans ce contexte de réseaux sociaux, j'ai été véritablement surpris par la manière dont les informations ont envahi les réseaux, par la manière dont la désinformation a été à son summum. Et je me dis, mais c'est pas vrai ce qui se passe. Et donc, au fur et à mesure que je m'informais, au fur et à mesure que les choses allaient, j'ai constaté que les professionnels des médias de notre pays ont fait preuve d'une grande responsabilité dans le traitement de l'information. Ça a été quand même très bien pour moi, la manière dont les choses se sont passées, la manière dont ils ne se sont pas fait conduire par ces manières de faire, de ne pas, de ne pas vérifier les informations. Parce que, qu'est-ce qui se passe pendant cette période? Oui. Pendant cette période, il n'y a pas de règles particulières. Les règles du journalisme sont des règles connues de tous. Les règles connues par les professionnels des médias. Moi, je ne suis pas venu ici pour donner des leçons à qui que ce soit. Tout à fait. Je suis venu pour essayer de mettre encore quelques points sur les i. Et là encore, ce n'est pas tout à fait bien, mais d'essayer de faire voir un certain nombre de choses, de rappeler à nos confrères et de rappeler à nous-mêmes notre responsabilité sociale dans ce contexte précis. Au-delà du journalisme, nous allons parler certes du journalisme, mais aujourd'hui, les médias classiques ou les réseaux sociaux, tout le monde a un espace sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que dans un contexte hyper connecté, où votre pays a une situation particulièrement dangereuse, potentiellement catastrophique, comment est-ce que l'on pourrait associer le flot d'informations sur les réseaux sociaux et le travail scientifique ou professionnel des journalistes? C'est très difficile dans la pratique. Très difficile dans la pratique, hein, parce que la première chose, c'est l'accès aux sources. L'accès libre aux sources. Est-ce que vous avez accès aux sources? Parce que dans ces circonstances, c'est très difficile d'avoir accès à une source crédible, qui vous parle, fiable. Une source crédible, fiable et qui vous parle. Oui. Et qui vous dit, voilà ci, voilà ça, voilà ci, voilà ça. Et dans le contexte des réseaux sociaux, vous avez un flot d'informations que vous-même, vous essayez quand même de contenir pour dire, je mets quelques informations en stand-by, je vois le flux, je vois comment est-ce que ça se passe. Je fais des recoupements. Oui, bien sûr, dans le processus, que ce soit au niveau de la pré-collecte, au niveau de la collecte, au niveau du traitement et au niveau de la diffusion de la livraison. Oui, ou de la publication, il y a quand même un certain nombre de choses à faire. Et donc, le problème qui se pose à ce niveau, c'est d'abord le problème de source. C'est d'abord le problème de source. Avec qui parler? Qui peut nous dire véritablement ce qui se passe?
Et pour ne pas amplifier la rumeur. La rumeur. Pour ne pas amplifier la rumeur. Parce que, vous voyez, l'une des spécificités de l'information, c'est quoi? C'est la nouveauté. Si ce n'est pas nouveau, il n'y a pas information. Ça, c'est clair, l'une des caractéristiques. Si ce n'est pas nouveau, il n'y a pas information. Tout à fait. Et donc, comme c'est nouveau, et comme ça a une source, c'est une information. Une source crédible que vous pouvez citer, c'est une information. L'une des sources dans ces genres de choses, ce sont les agents de presse. Les agents de presse qui constituent des grossistes de l'information, puisque l'information même est une denrée. Et une denrée périssable. Alors, Ama Videgla, oui. Nous voici au Bénin dans une situation de crise. Un bon dimanche où tout le monde va qu'à ses occupations, certains au repos, d'autres dans les lieux de culte. Une situation de coup de force s'annonce. Le journaliste, lui, il est professionnel. Il ne donne pas l'information comme monsieur tout le monde. Voilà. Mais voici qu'il s'est constitué des groupes qui donnent des informations qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe en ce moment-là. Voilà. À partir de ce moment, le public ayant droit à l'information vraie et justifiée, comment est-ce que le journalisme va se pratiquer sur ce terrain-là précis? Sur ce terrain précis, il y a aujourd'hui des applications. Il y a aujourd'hui des applications pour vérifier ces intox, ces infox et qui se passent un peu partout. Et donc, le journaliste aujourd'hui doit quand même s'approprier des applications pour voir véritablement si ce qui se passe et les informations qu'il a sont des informations justifiées. Parce que si ce n'est pas justifié et si ce n'est pas crédible, vous ne pouvez pas passer. Voilà que dans cette circonstance, des fois, vous ne pouvez pas vous déplacer. Voilà aussi une certaine compte tenu des restrictions, compte tenu peut-être de ce que vous entendez en ville et tout. Compte tenu des mesures de sécurité mises en place. Voilà, de sécurité mises en place. Et donc, difficilement, vous allez vous déplacer. Bon, et quand vous vous déplacez, c'est ce que vous voyez. Mais quand vous voyez que ce que vous avez sur les réseaux est véritablement différent de ce que vous voyez sur le terrain de la réalité, vous tombez des nues. Et c'est ce que vous voyez que je vais dire, c'est ce que vous voyez, vous informez par rapport à ce que vous voyez. C'est ce qui est vu, c'est ce qui est su. Et c'est ce que vous touchez. Mais si vous n'avez pas vu, si une source crédible ne vous a pas informé, il faut s'abstenir. Parce que le code même l'a dit, en cas de doute, s'abstenir. Il faut s'abstenir de publier. Bien sûr. Au-delà de la... Mais je veux dire, parce que tout le monde évolue dans un environnement concurrentiel. Il y a la recherche du scoop. Il y a la recherche des exclusivités. Et donc, quand vous évoluez dans ce contexte et les réseaux sociaux de la désinformation, et de l'autre côté, vous avez de la concurrence. Parce que votre média doit se placer quand même au cœur de l'information. Parce que vous aussi, vous avez la pression de vos lecteurs, tout à fait, la pression des téléspectateurs, de vos auditeurs, de vos téléspectateurs. Et puis, actuellement, tous ceux qui sont en ligne, vous mettent la pression et mettent votre crédibilité en jeu. Tout à fait. Vous voyez, vous mettez votre crédibilité en jeu. Et donc, dans cet instant précis, des fois, vous êtes confus. Des fois, vous êtes confus, mais vous êtes obligé de montrer en réalité que votre crédibilité est là. Votre crédibilité est là et vous devez quand même travailler pour. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Il y a aussi que les médias doivent mutualiser aussi leurs forces. Les médias doivent mutualiser aussi leurs forces dans ce contexte. S'il y a un média crédible qui a des informations, puisque des fois, au niveau des journalistes, on s'appelle, on demande un certain nombre de choses. Voilà, même si c'est concurrentiel. Et donc, à ce niveau-là, les confrères devraient quand même unir leurs forces pour sortir une information crédible, puisqu'il s'agit aussi de notre pays. Tout à fait. Justement, parlons du pays. Le pays qui est aux prises avec des mutins, le pays qui doit se défendre ses habitants, et les habitants qui doivent être informés au même moment. Si le journaliste a des bribes d'information, lui, il est professionnel, alors comment est-ce que
Au-delà du traitement de l'information, sa personnalité entre en jeu quand il poste quelque chose, par exemple. Oui, mais quand il poste, d'abord, il ne poste pas comme ça. C'est-à-dire que ça passe d'abord par son média. Puisque au niveau des réseaux sociaux, quand vous postez, c'est comme, comment je vais parler d'une certaine continuité, mais c'est-à-dire que c'est le média qui poste d'abord. Et c'est le lien que vous prenez, que vous postez sur les réseaux sociaux, ou quand vous prenez l'information, vous donnez la source. C'est-à-dire que quand vous prenez ça en intégralité, vous donnez la source. Et donc, c'est d'abord le média. C'est vrai, il n'y a pas de média sans journaliste, et il n'y a pas de média crédible sans journaliste crédible. Et donc, à ce niveau, la crédibilité vaut et pour le média et pour le journaliste. Oui, mais après, quelle est la frontière entre ce que le média public et le journaliste pré-intuitif, personné, qui a aussi sa position et son information? Voilà. Non, je comprends parce que là, vous voyez, les médias sont démocratisés. Vous êtes là en tant que journaliste, vous avez votre page. Tantampion aussi a sa page. Vous voyez? Et il est quelque part, il a une information à une certaine hauteur, il filme, il publie. Il en a le droit ou pas? Il en a le droit. Bien sûr. Il en a le droit puisque le contexte lui donne le droit aussi de publier une information. La difficulté là, c'est qu'il ne traite pas l'information avant de poster. Donc, à chaud, il poste. Et vous êtes obligé de traiter, de mettre dans votre cerveau et d'agir avec les règles déontologiques. Parce que vous savez que si vous manquez ou si vous n'observez pas, parce que l'inobservance des règles déontologiques vaut sanction. Tout à fait. On vous sanctionne par rapport à ça. Donc, si vous n'observez pas les règles déontologiques, votre métier vous sanctionne. Et c'est là où il y a la différence entre les règles déontologiques, les règles morales et les règles éthiques. Et donc, quand vous voyez que votre métier, on peut vous sanctionner dans votre métier, ben, quand on vous sanctionne de façon négative, ça joue sur votre professionnalisme. Et quand ça joue sur votre professionnalisme, vous êtes obligé de travailler et de mettre en place un certain nombre de pratiques que vous avez eu à apprendre lors de votre formation et lors de la pratique. Voilà. Alors, les sources d'information, comment est-ce que dans une situation de crise, dans une situation comme celle connue par le Bénin le 7 décembre, les sources peuvent collaborer pour donner l'information crédible? Parce qu'il faut reconnaître que ce n'est que le lendemain, véritablement, à l'issue du Conseil des ministres extraordinaire du 8, que le gouvernement a publié le schéma de ce qui s'est passé, la chronologie de ce qui s'est passé. Est-ce que quelque part les journalistes n'ont pas manqué à leur devoir? Non, je ne pense pas. C'est trop difficile de le dire. C'est quand vous n'êtes pas dans la pratique et quand vous ne l'avez jamais pratiqué que vous pouvez faire des commentaires un tout petit peu désobligeants par rapport à cela. Vous voyez, la question de source est très difficile. Et c'est une question aussi de culture. Dans certaines cultures, ben, on vous donne tout. C'est à vous de voir ce que vous pouvez passer parce qu'on sait que vous savez ce qu'il faut passer, ce qu'il ne faut pas passer. Tout à fait. Dans certains contextes, il y a les sources qui verrouillent. Qui ne veulent pas parler. Oui. Il y a des personnalités qui ne veulent même pas sentir la présence des journalistes. C'est aussi une question de culture. Vous voyez, c'est aussi une question. Et donc, si nous voulons avoir une société qui ne diffuse pas des infox, qui ne diffuse pas des intox, nous devons travailler à ce que les sources soient accessibles et qu'on ait des sources véritablement libres à donner des informations aux journalistes pour qu'ils puissent faire quand même le travail. Le journalisme, nous l'avons dit, est un métier, c'est une science, mais la démocratisation des réseaux sociaux fait qu'aujourd'hui, on confond les activistes, ceux qui se font appeler des influenceurs, aux professionnels des médias. Alors, comment est-ce que ce couteau à double tranchant, le journaliste peut l'utiliser pour ne pas se blesser et blesser sa société? Non, il y a des journalistes aussi qui sont des influenceurs. Parce qu'il faut évoluer avec son temps. Oui, il faut évoluer avec son temps. Vous ne pouvez pas être aujourd'hui journaliste et faire fi
de tout ce qui se passe. Impossible. Des réseaux sociaux, ce n'est pas vrai. Mais si vous avez été journaliste dans les années 70, même dans les années 2000, si vous avez été journaliste, vous n'êtes pas dans les mêmes contextes que le contexte d'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? 25 ans après, beaucoup de choses ont évolué. Et beaucoup de choses évolueront d'ici quelques années parce que il y a que les choses sont obsolètes et d'une certaine manière. Au moment où vous passez, il y a des applications, il y a des outils qui se forment véritablement au moment où vous passez. Ouais. Et donc, des journalistes aussi sont des influenceurs. Et j'ai eu dit aussi que quelque part, un influenceur peut être transformé en média. Bon, nous ne l'avons pas encore ici. Je crois que c'est des réflexions pour voir, parce que vous voyez, si quelqu'un a sur sa page des millions de personnes qui le suivent, c'est quand même un espace pour s'exprimer. Hier, ce sont des indices que l'on a par rapport aux médias. C'est-à-dire, on dit, voilà, nous sommes sur la SRTB, nous parlons aux 13 millions ou aux 14 millions de Béninois. Vous voyez? Mais aujourd'hui, il y a un seul individu, il fait un post, et c'est pour 25 millions, c'est pour 30 millions, peut-être que j'exagère. Peut-être que j'exagère. Et donc, vous voyez véritablement que les médias se sont déplacés. Il y a un certain déplacement des médias. Et donc, la preuve est que les médias classiques aussi ont des espaces sur les réseaux sociaux. Oui, c'est une extension, ce qui est normal. Parce que vous ne pouvez pas ne pas faire ce travail-là, puisque c'est là tout le monde est. J'ai mon téléphone, je clique, et puis j'ai une information juste. J'ai une information juste. Tout à fait. Je ne vais pas vers la télévision, ni la radio, et tout ça. Peut-être que je vais là-bas pour confirmer. Pour confirmer. Et il y a des choses qui se passent sur les réseaux sociaux qu'on n'a pas au niveau des médias classiques. Mais la jonction, c'est que vous travaillez sur votre média classique et vous envoyez au niveau des réseaux sociaux pour avoir un peu plus d'auditoire ou bien d'audimat. Voilà, d'audimat. Vous êtes obligé, c'est une obligation. Alors, Armand Villegras, comment faire alors pour qu'il y ait une sorte de collaboration entre journalistes et utilisateurs de réseaux sociaux pour préserver la paix du pays? Oui, c'est une grosse question. Parce que vous voyez, les informations qui viennent ne viennent pas aussi de chez nous directement. Il y a des informations qui viennent d'ailleurs. Il y a des laboratoires, pour emprunter un mot, il y a des officines qui, profitant des choses qui se passent, instaure la guerre de l'information. La guerre de l'information. Et vous savez que sur le plan médiatique, d'abord, quand on est dans le champ lexical de la guerre, c'est d'abord la guerre gagnée d'abord au plan médiatique. D'abord au plan médiatique. Donc, il y a d'abord une guerre informationnelle au plan médiatique. C'est à partir de là qu'on agit sur la psychologie des gens. Parce qu'on sait qu'il est difficile aux gens d'aller sur le terrain et de vérifier. Parce qu'on sait qu'il est difficile. Et donc, on veut faire cette guerre-là au niveau des médias. Et aujourd'hui, nous avons l'extension au niveau des réseaux sociaux. Vous êtes chez vous, vous avez une information, tac, quand vous ouvrez votre téléphone. Tout à fait. Vous voyez ce que ça donne? Dans ce contexte, comment est-ce que nous préservons la paix et la quiétude dans le pays? Il est de notre responsabilité, d'abord en tant que journaliste, et il est de la responsabilité collective de travailler sur un certain nombre de choses. D'abord pour le journaliste, de travailler avec circonspection, de travailler avec rigueur. De vérifier l'information avant publication. De vérifier. Même si nous sommes dans un monde, dans un contexte de concurrence, comme je l'ai dit, mais de vérifier. Et de rétention d'informations au niveau des sources? Oui, de rétention au niveau des sources, mais le journaliste ne doit pas faire de la rétention aussi. Ça, c'est aussi un couteau à double tranchant, ne doit pas faire aussi de la rétention, mais ça dépend des informations, par exemple, qui mettent en péril, par exemple, notre cohésion sociale, et des affaires de haine. Nous ne devons pas
publier ces informations-là parce que nous avons des conséquences incommensurables. Allez, Armand Videgla, si on doit conclure cet entretien, comment est-ce que et ancienne et nouvelle génération et génération intermédiaire de professionnels de médias, quel que soit leur niveau, comment peuvent-ils collaborer, comment peuvent-ils pratiquer le journalisme aujourd'hui, non seulement pour faire rayonner le pays, pour ne pas tomber dans la guerre communicationnelle, mais pour préserver aussi la paix? Oui, l'une des choses, c'est, comme je l'ai dit, la mutualisation des forces. Parce qu'on se connaît, les journalistes se connaissent de génération en génération. Aujourd'hui, les journalistes qui sont sur les réseaux sociaux, qui travaillent en ligne, se connaissent. Ils ont même des associations. Tout à fait. Ouais, pour faire entendre leur voix. Et donc, mutualiser les forces pour avoir une information crédible. C'est vrai, la concurrence est là, mais l'intérêt et l'intérêt général, c'est le pays. Merci. Et c'est le seul que nous avons. Tout à fait. Et nous devons préserver de pays. Et nous devons préserver la paix. Merci Armand Videgla. Je rappelle que vous êtes journaliste. Vous étiez sur ce plateau pour échanger avec nous, nous trouver des pistes dans la pratique et le rôle du journalisme dans un contexte où le pays traverse une crise. Merci d'avoir été là. C'est moi.